Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir pourquoi certaines personnes semblent s'intégrer naturellement dans la vie, tandis que vous avez l'impression de lutter sans cesse contre un courant invisible? Cette sensation que tous ceux qui vous entourent ont découvert un secret qu'on ne vous a jamais révélé, comme s'il existait un manuel d'instruction pour l'existence que vous n'avez jamais reçu. Vous vous réveillez le matin et vous sentez déjà ce poids sur la poitrine, cette question silencieuse qui martèle dans votre tête. Qui suis-je réellement? Et la réponse ne vient jamais clairement. Vous vous regardez dans le miroir et vous voyez quelqu'un que vous devriez connaître parfaitement, mais il y a toujours cette distance étrange, comme si vous observiez un inconnu. Peut-être avez-vous cherché des réponses dans 1000 endroits différents. Vous avez lu des livres de développement personnel qui promettaient une transformation en 30 jours. Vous avez regardé des conférences motivantes qui vous ont rempli d'énergie pendant quelques heures, jusqu'à ce que la réalité vous rattrape à nouveau. Vous avez fait des tests de personnalité qui vous ont placé dans des cases aux étiquettes jolies, mais qui, au fond, n'ont pas touché cette vérité profonde que vous recherchez. Parce que ce que vous cherchez n'est pas en surface. Ce n'est pas dans les réponses toutes faites, les formules magiques, les 5 étapes pour être heureux. Ce que vous cherchez est caché dans des couches si profondes de votre psyché que vous-même n'y avez pas accès consciemment. C'est dans les schémas que vous répétez sans vous en rendre compte, dans les choix que vous faites sans comprendre pourquoi, dans les réactions automatiques qui surgissent avant même que vous puissiez réfléchir. Et le plus effrayant est de réaliser que vous vivez en pilote automatique, guidé par des forces invisibles qui façonnent votre vie sans que vous sachiez d'où elles viennent. Aujourd'hui, par un choix apparemment simple, vous allez plonger dans ces profondeurs et enfin commencer à comprendre qui vous êtes réellement. Il existe un type de connaissance qui ne peut être atteint par la raison. Sigmund Freud a consacré sa vie à démêler ce territoire mystérieux de l'esprit humain, cette région qu'il a appelée l'inconscient, où résident des vérités sur nous-mêmes que notre ego conscient ne peut tout simplement pas ou ne veut pas voir. Et c'est précisément là que se trouve la clé pour comprendre pourquoi vous agissez comme vous agissez, pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi vous choisissez ce que vous choisissez. En cet instant, vous êtes face à 4 éléments fondamentaux de la nature: l'eau, le feu, la terre et l'air. Chacun de ces éléments porte en lui non seulement une énergie physique, mais aussi une force psychique ancestrale qui résonne avec des aspects profonds de votre personnalité. Nous ne parlons pas de symbolisme superficiel ou d'associations arbitraires. Nous parlons de connexions archétypales qui existent dans les couches les plus primitives de la conscience humaine, des structures mentales qui se sont formées bien avant que vous développiez la capacité de penser rationnellement. Alors, avant de continuer, respirez profondément. Regardez ces 4 éléments. N'essayez pas d'analyser lequel est le plus intéressant, le plus puissant ou le plus adapté. Ne laissez pas votre surmoi interférer avec des jugements sur ce qui serait le bon choix. Observez simplement quel élément exerce sur vous une attraction magnétique, inexplicable, viscérale. Cette attraction ne vient pas de votre pensée consciente, elle vient d'un endroit beaucoup plus profond, de régions de la psyché où votre ça habite, où vos désirs les plus primitifs et vos angoisses les plus fondamentales se cachent. Faites votre choix maintenant et préparez-vous à découvrir des vérités sur vous-même que peut-être vous n'avez jamais eu le courage d'affronter. Si vous avez choisi l'eau, choisi. Vous êtes connecté à l'une des forces psychiques les plus complexes et contradictoires de l'inconscient humain. L'eau représente le monde émotionnel dans son état le plus pur et incontrôlable. Cet océan intérieur de sentiments que vous portez en vous et qui souvent menace de déborder et d'inonder tout autour de vous. Freud décrirait votre structure psychique comme dominée par une relation intense et conflictuelle entre le ça et le moi, où les impulsions émotionnelles primitives font constamment pression pour se manifester, tandis que votre conscience lutte désespérément pour les maintenir sous contrôle. Vous êtes quelqu'un qui ressent tout de manière amplifiée. Quand vous aimez avec une intensité qui effraie. Quand vous souffrez
vous souffrez comme si le monde s'effondrait. Cette profondeur émotionnelle est à la fois votre plus grand don et votre plus grande malédiction. D'une part, elle vous permet de vous connecter aux autres à des niveaux que la plupart des gens n'imaginent même pas exister. Vous percevez des nuances émotionnelles subtiles. Captez ce qui n'est pas dit. Ressentez la douleur de l'autre comme si c'était votre propre douleur. Cette empathie radicale fait de vous quelqu'un vers qui les gens se tournent naturellement quand ils ont besoin d'être compris, quand ils ont besoin de quelqu'un qui les voit vraiment. Mais cette même sensibilité vous rend également extrêmement vulnérable. Vous absorbez les émotions autour de vous comme une éponge absorbe l'eau, et souvent, vous ne parvenez pas à distinguer ce qui est à vous de ce qui appartient à l'autre. Cela crée un schéma destructeur où vous vous perdez dans les relations, où vos frontières psychiques se dissolvent et où vous fusionnez avec l'autre personne d'une manière qui n'est pas saine. Freud appellerait cela une fixation au stade oral du développement, où le besoin de fusion et l'angoisse de séparation dominent encore votre dynamique relationnelle. Vous avez une peur profonde et ancestrale de l'abandon, une terreur primitive de la solitude qui est probablement née d'expériences très précoces dans votre enfance. Peut-être avez-vous senti que l'amour que vous avez reçu était incohérent, que les soins venaient et repartaient comme les marées, vous laissant dans un état constant d'alerte, ne sachant jamais si vous pouviez compter sur la présence de cette personne lorsque vous en aviez besoin. Ce schéma s'est répété tout au long de votre vie, de manière que vous ne reconnaissez pas toujours. Vous choisissez des personnes émotionnellement indisponibles et vous vous épuisez ensuite à essayer de les faire vous aimer comme vous en avez besoin. Vous créez des tests émotionnels pour vérifier si la personne tient vraiment à vous, poussez les gens loin pour voir s'ils reviennent, provoquez des crises pour confirmer que vous êtes assez important pour que quelqu'un se batte pour vous. Et chaque fois que ces stratégies inconscientes échouent, chaque fois que la personne part ou ne réussit pas le test, vous avez l'impression que votre plus grande prophétie s'est réalisée. Vous n'êtes pas digne d'amour, vous finirez seul, vous êtes trop ou pas assez pour être aimé. Mais voici la vérité que votre inconscient vous cache. Le problème n'est pas que vous soyez trop ou pas assez. Le problème est que vous essayez de guérir des blessures anciennes à travers des relations présentes, en essayant de faire en sorte que les gens d'aujourd'hui comblent des vides qui ont été créés il y a longtemps. Cela ne fonctionnera jamais. Aucune quantité de réassurance externe ne comblera ce vide intérieur. Personne ne pourra vous donner la sécurité que vous ne parvenez pas à vous donner à vous-même. Votre travail psychique, si vous avez choisi l'eau, est de développer ce que Freud appellerait une relation plus mature entre votre ça et votre moi. Vous devez apprendre à ressentir vos émotions profondément sans vous y noyer. Vous devez reconnaître que vous pouvez être une personne intensément émotionnelle tout en conservant votre individualité, vos limites, votre sens de soi. Vous devez cesser de chercher la complétude à travers l'autre et commencer à reconnaître que vous êtes déjà complet, que votre profondeur émotionnelle n'est pas un défaut à corriger, mais une caractéristique à intégrer de manière plus saine dans votre vie. Pensez-y, combien de fois avez-vous sacrifié vos propres besoins pour maintenir la paix dans une relation? Combien de fois avez-vous avalé vos vérités pour ne pas faire de vagues? Votre tendance est de vous adapter, de vous conformer, de vous transformer en ce que vous croyez que l'autre a besoin, car inconsciemment vous croyez qu'être vous-même, avec toute votre intensité émotionnelle, serait trop pour quelqu'un à supporter. Mais chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous vous trahissez pour garder quelqu'un près de vous, vous renforcez la croyance que qui vous êtes vraiment n'est pas suffisant. Et le cycle continue. Si vous avez choisi le feu, vous êtes connecté à une force psychique radicalement différente, à une pulsion que Freud appellerait la pulsion de vie, ou Eros, mais dans sa manifestation la plus intense et potentiellement destructrice. Le feu représente l'énergie vitale dans son état le plus pur, cette force créatrice et transformatrice qui brûle en vous et qui exige expression, exige mouvement, exige que vous laissiez votre marque dans le monde.
Vous êtes quelqu'un qui n'est pas né pour vivre une vie petite et silencieuse. Il existe en vous un besoin viscéral d'être vu, d'être reconnu, d'avoir de l'importance. Et ce besoin n'est pas une vanité superficielle, comme beaucoup t'entraînent de le qualifier. C'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus complexe. Dans la structure freudienne de votre psyché, ce qui domine est un moi gonflé, qui essaie constamment de prouver quelque chose, non pas aux autres, mais à un surmoi extrêmement critique et exigeant qui n'est jamais satisfait. Vous avez probablement grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où vous deviez conquérir l'approbation par des réalisations, où être bon ne suffisait pas. Il fallait être le meilleur. Peut-être étiez-vous l'enfant prodige, celui qui devait toujours porter les attentes de toute la famille. Ou peut-être étiez-vous l'enfant invisible qui a découvert que la seule façon d'attirer l'attention était par des réalisations spectaculaires. Quoi qu'il en soit, vous avez intériorisé la croyance que votre valeur en tant que personne est directement liée à ce que vous parvenez à accomplir, à l'impact que vous parvenez à avoir, à la reconnaissance que vous parvenez à obtenir. Cela a créé un schéma compulsif où vous courez toujours, cherchant toujours le prochain objectif, la prochaine conquête, la prochaine validation. Et voici le problème. Peu importe combien vous accomplissez, ce n'est jamais suffisant. Vous atteignez un objectif et au lieu de ressentir de la satisfaction, vous vous tournez immédiatement vers le suivant. Vous recevez des éloges et de la reconnaissance, mais ils glissent sur vous comme de l'eau, sans jamais vraiment pénétrer, sans jamais vraiment combler ce vide que vous essayez de remplir. Car ce que vous cherchez vraiment, ce n'est pas le succès extérieur. Ce que vous cherchez, c'est la permission de vous reposer enfin, de sentir enfin que vous êtes suffisant tel que vous êtes, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Mais cette permission ne vient jamais, car vous avez intériorisé des voix critiques qui vous disent constamment que vous devez faire plus, être plus, accomplir plus. Freud dirait que vous vivez sous la tyrannie d'un surmoi sadique, une instance psychique qui agit comme un juge intérieur impitoyable, trouvant toujours des défauts, relevant toujours la barre, disant toujours que vous n'êtes pas assez bien. Et vous répondez à ce surmoi critique de la seule manière que vous ayez apprise, en travaillant plus, en vous poussant plus, en vous consumant plus. Vous avez probablement une relation compliquée avec la vulnérabilité. Montrer de la faiblesse, admettre que vous ne savez pas quelque chose, demander de l'aide, tout cela semble des menaces insupportables à votre image de soi soigneusement construite d'une personne forte, compétente, en contrôle. Alors vous vous isolez, vous portez vos fardeaux seuls, vous construisez des murs autour de vos besoins émotionnels et faites semblant de n'avoir besoin de personne. Et les gens autour de vous peuvent vous admirer, vous envier, mais ils parviennent rarement à vous approcher vraiment, car vous ne leur permettez pas de voir l'être humain vulnérable qui existe derrière toutes ces réalisations. Votre plus grande leçon, si vous avez choisi le feu, est d'apprendre que vous n'avez pas besoin de brûler pour briller. Vous n'avez pas besoin de vous consumer pour être vu. Vous n'avez pas besoin de conquérir l'amour de qui que ce soit, car l'amour véritable n'est pas quelque chose que l'on conquiert par des exploits héroïques. C'est quelque chose que l'on reçoit simplement en existant, en étant qui l'on est, dans son humanité imparfaite et vulnérable. Le défi pour vous est de commencer à développer ce que l'on pourrait appeler l'autocompassion, la capacité de vous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offrez probablement si facilement aux autres. Vous devez apprendre à écouter la voix de votre ça, cette partie de vous qui a des besoins simples et humains, qui veut se reposer, qui veut jouer, qui veut une connexion authentique, sans agenda ni performance. Et vous devez commencer à questionner ce surmoi tyran qui a dirigé votre vie en vous demandant si les règles qu'il impose vous servent réellement ou s'il vous maintient simplement prisonnier d'une roue de hamster interminable d'efforts et d'épuisement. Pensez-y, quand avez-vous fait quelque chose simplement parce que cela vous apportait de la joie, sans aucun autre agenda, sans transformer cela en une autre conquête à atteindre?
Quand vous êtes-vous permis d'être imparfait, de faire une erreur, de ne pas savoir quelque chose, sans vous punir mentalement pour cela? Votre voyage ne consiste pas à diminuer votre feu, mais à apprendre à diriger cette énergie vitale d'une manière qui ne vous détruise pas dans le processus. Si vous avez choisi la Terre, vous êtes connecté à une structure psychique fondamentalement différente des deux précédentes. Une structure que Freud associerait à la phase anale du développement et à des caractéristiques impliquant le contrôle, l'ordre, la stabilité et un profond besoin de prévisibilité. La Terre représente le monde matériel, le tangible, le concret, ce qui peut être touché, mesuré, contrôlé. Et pour vous, ce besoin de contrôle n'est pas seulement une préférence, c'est une stratégie de survie développée très tôt dans la vie pour faire face à des anxiétés profondes concernant le chaos et la vulnérabilité. Vous avez probablement grandi dans un environnement où les choses étaient imprévisibles, où vous ne pouviez pas compter sur les structures autour de vous pour rester stable. Peut-être que vos figures parentales étaient inconsistantes, tantôt présentes, tantôt absentes, tantôt affectueuses, tantôt froides. Peut-être y avait-il une instabilité financière, des déménagements fréquents, des pertes inattendues. Ou peut-être, de façon plus subtile, avez-vous grandi dans un environnement où les émotions étaient considérées comme dangereuses, où la vulnérabilité était perçue comme une faiblesse, où vous avez appris que la seule façon de rester en sécurité était de contrôler rigoureusement vous-même et votre environnement. Vous avez alors développé ce que Freud appellerait des formations réactionnelles, c'est-à-dire que vous avez transformé une anxiété face au chaos en un besoin compulsif d'ordre. Vous avez transformé la peur de la vulnérabilité en une façade de force inébranlable. Vous avez transformé des besoins émotionnels non satisfaits en une autosuffisance radicale. Et ces défenses ont fonctionné pendant un temps. Elles vous ont permis de fonctionner, de naviguer dans un monde qui semblait menaçant. Mais aujourd'hui, ces mêmes défenses qui vous ont autrefois protégé vous emprisonnent. Votre besoin de contrôle vous rend incapable de vous abandonner, de faire confiance, de laisser les choses suivre leur cours organique. Vous planifiez tout méticuleusement, vous anticipez tous les problèmes possibles. Vous avez toujours un plan B et un plan C. Et lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu, lorsque des variables inattendues surgissent, lorsque le chaos inévitable de la vie se manifeste, vous ressentez une anxiété disproportionnée, un sentiment que tout s'effondre. Vous avez une relation difficile avec vos propres émotions, en particulier celles que vous percevez comme des faiblesses, comme la tristesse, la peur, le besoin. Vous avez probablement développé ce que Freud appellerait l'intellectualisation, un mécanisme de défense où vous traitez les expériences émotionnelles par la raison et la logique, maintenant une distance de sécurité par rapport aux véritables sentiments. Vous pouvez analyser parfaitement pourquoi vous vous sentez d'une certaine manière, décrire en détail les schémas et les causes, mais vous vous permettez rarement de ressentir pleinement et viscéralement ces émotions. Cette déconnexion émotionnelle affecte profondément vos relations. Les gens peuvent sentir que vous êtes toujours sur vos gardes, que vous maintenez une certaine distance, que vous contrôlez combien de vous-même vous leur laissez voir. Vous craignez d'être vu dans votre vulnérabilité totale, car une partie de vous croit que si les gens vous connaissaient vraiment, s'ils voyaient vos défauts et vos faiblesses, ils s'enfuiraient. Vous vous présentez donc comme quelqu'un qui a tout sous contrôle, quelqu'un qui n'a besoin de personne, quelqu'un de fort et de capable. Et paradoxalement, cette force performative finit par créer exactement la distance que vous craignez, car les gens ne peuvent pas se connecter à une façade. Ils ne peuvent se connecter qu'à un autre être humain réel, imparfait, vulnérable. Votre grande leçon, si vous avez choisi la Terre, est d'apprendre que le contrôle est une illusion. Vous pouvez planifier, organiser et anticiper autant que vous le souhaitez, mais la vie vous surprendra toujours, apportera toujours l'inattendu, vous mettra toujours au défi de vous adapter. Et plus vous luttez contre cette vérité fondamentale, plus vous essayez de tout contrôler, plus vous vous infligez de souffrances. Votre chemin n'est pas d'abandonner complètement vos structures et votre planification.
car ces caractéristiques ont aussi une valeur, mais plutôt d'apprendre à être flexible, à vous permettre de ne pas savoir, à tolérer l'incertitude, sans vous effondrer. Vous devez commencer à reconnaître que vos émotions ne sont pas des ennemis à contrôler, mais des messagers apportant des informations importantes sur vos besoins et vos limites. Vous devez permettre à votre ça de s'exprimer, permettre à cette partie spontanée et vulnérable qui a besoin de vous d'émerger sans jugement. Et vous devez remettre en question le surmoi rigide qui insiste sur le fait que la vulnérabilité est une faiblesse, que le besoin de quelqu'un est une dépendance pathologique, que montrer ses émotions, c'est perdre le contrôle. Réfléchissez-y, quelle part de votre énergie vitale dépensez-vous à essayer de tout contrôler? Combien vous épuisez-vous à essayer de prévoir chaque problème potentiel, d'éviter chaque erreur possible, de présenter une image parfaite au monde? Et le plus important, qu'essayez-vous réellement de contrôler? Ce n'est pas le monde extérieur. Le monde extérieur ne sera jamais entièrement sous votre contrôle. Ce que vous essayez de contrôler, ce sont vos propres angoisses internes, vos propres peurs primitives d'abandon, de rejet et d'inadéquation. Si vous avez choisi l'air, vous êtes peut-être connecté à la structure psychique la plus complexe et paradoxale qui soit. L'air représente le monde des idées, de la communication, de la liberté, du mouvement constant et de l'impossibilité d'être capturé ou défini. Et pour vous, ce besoin de liberté n'est pas qu'une préférence esthétique. C'est une défense psychique profondément ancrée contre la terreur de la véritable intimité et de l'engagement réel. Freud identifierait probablement chez vous ce qu'il appellerait une fixation phallique, où il y a un besoin constant de prouver sa puissance par la séduction, la conquête, le charme que vous exercez sur les autres, mais sans jamais vraiment vous livrer complètement. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, articulé, fascinant. Vous savez exactement quoi dire pour capter l'attention de quelqu'un, comment vous rendre intéressant, comment créer une connexion qui semble profonde et significative. Les gens sont naturellement attirés par vous, par votre énergie, par votre perspective unique sur le monde, par le sentiment d'aventure et de possibilité que vous portez. Mais si l'on regarde de plus près, si l'on observe le schéma qui se répète dans vos relations, on verra quelque chose de révélateur. Vous êtes un maître dans la création d'intimité superficielle, tout en évitant l'intimité véritable. Vous partagez des idées fascinantes, des conversations stimulantes, des expériences excitantes, mais vous permettez rarement à quelqu'un de vous voir, vraiment, de vous connaître dans vos couches les plus vulnérables et les moins glamour. Vous avez probablement une histoire de relation qui commence intensément et se termine abruptement. Vous tombez amoureux de l'idée de la personne, de la promesse de ce qui pourrait être, du potentiel, de la connexion. Et tant que les choses restent dans le domaine de la fantaisie et de la possibilité, vous êtes complètement investi. Mais au moment où les choses commencent à devenir réelles, au moment où l'autre personne commence à avoir des attentes, à avoir besoin de vous, de manière concrète et constante, à révéler ses propres défauts et besoins humains, vous ressentez une envie irrésistible de fuir. Soudain, vous remarquez tous les défauts de la personne. Soudain, la relation semble étouffante. Soudain, vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de vous retrouver. Et vous partez, généralement d'une manière qui laisse l'autre personne confuse et blessée, se demandant ce qui s'est passé, ce qui a changé. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que tu as heurté ta plus grande peur, la peur d'être véritablement connu et découvert comme inadéquat, la peur d'être enfermé dans quelque chose qui révélerait tes limites, la peur de compromettre ton identité soigneusement construite de quelqu'un de libre, d'indépendant, impossible à capturer. Freud dirait que tu fonctionnes sous ce qu'il a appelé le narcissisme primaire, où l'investissement libidinal est principalement dirigé vers soi-même, vers le maintien d'une image de soi grandiose et idéalisée, et où les relations servent davantage de miroir pour refléter cette grandeur que de connexions authentiques avec d'autres êtres humains dans leur complexité humaine. Tu rationalises probablement ce schéma d'une manière sophistiquée.
Tu parles de ne pas croire en la monogamie, de valoriser des expériences diverses, de ne pas vouloir être limité par des conventions sociales dépassées, et il peut y avoir une part de vérité là-dedans. Mais si tu es honnête avec toi-même, si tu regardes au-delà des rationalisations intellectuelles, tu reconnaîtras qu'il y a quelque chose de plus profond à l'œuvre. Il y a une peur primitive de la dépendance, de la vulnérabilité, de nécessiter sincèrement une autre personne. Car nécessiter quelqu'un, c'est donner à cette personne du pouvoir sur toi, c'est risquer d'être rejeté, abandonné, déçu. Et une partie de toi, probablement façonnée par des expériences très précoces de l'enfance, a décidé que cette vulnérabilité est insupportable, qu'il est plus sûr de rester détaché, toujours avec un pied dehors, toujours prêt à s'envoler. Mais voici la cruelle ironie. En évitant la vulnérabilité de la véritable intimité, tu te condamnes à une solitude profonde et existentielle. Tu peux être entouré de monde, tu peux avoir des connexions fascinantes et stimulantes, mais à un niveau fondamental, tu es toujours seul, toujours non vu, toujours gardant tes parties les plus vraies loin des regards des autres. Et cette solitude finit par devenir insupportable, peu importe le nombre d'aventures, d'expériences ou de réussites que tu accumules. Ta grande leçon, si tu as choisi l'air, est d'apprendre que la vraie liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir consciemment où et comment tu t'engages. C'est apprendre que la véritable intimité n'est pas une prison, mais une expansion du moi, une opportunité d'être connu et aimé, non pas malgré tes défauts, mais en les incluant. C'est apprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais du courage. Le courage de te montrer entier, de risquer d'être rejeté, de faire confiance que tu es digne d'amour, même quand tu ne performes pas ta version la plus brillante et fascinante. Tu as besoin de commencer à interroger les mécanismes de défense qui ont gouverné ta vie relationnelle, notamment l'intellectualisation et la rationalisation qui transforment des peurs émotionnelles profondes en arguments philosophiques sophistiqués sur la liberté et l'authenticité. Tu dois te demander, est-ce que je choisis réellement cette liberté ou est-ce que je fuis la possibilité d'être vraiment aimé? Est-ce que j'honore vraiment mon authenticité ou est-ce que je me cache derrière une persona soigneusement construite? Et surtout, suis-je prêt à échanger l'excitation de la nouveauté constante contre la profondeur de la véritable intimité? Maintenant que tu as exploré la signification psychanalytique de ton choix, il est important de comprendre qu'aucune de ces structures psychiques n'est supérieure ou inférieure aux autres. Chacune représente une manière particulière d'organiser l'expérience interne, de gérer des angoisses fondamentales concernant l'existence, la connexion et l'identité. Et chacune porte en elle des potentiels extraordinaires, comme des défis spécifiques qui nécessitent d'être travaillés. Ce que Freud nous a appris, et ce qui reste vrai jusqu'à aujourd'hui, c'est que la connaissance de soi est la première étape essentielle à toute transformation réelle. Tu ne peux pas changer des schémas que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas intégrer des parties de toi que tu continues de nier. Et tu ne peux certainement pas guérir des blessures que tu continues de faire semblant de ne pas avoir. Le choix que tu as fait aujourd'hui, aussi simple qu'il puisse paraître en surface, a révélé quelque chose de profond sur le fonctionnement de ton inconscient, sur les défenses que tu as développées, sur les peurs primitives qui gouvernent tes décisions, même quand tu penses choisir librement. Et cette révélation n'est que le début d'un chemin beaucoup plus long et beaucoup plus profond de connaissance de soi. Freud a décrit la psyché humaine comme un champ de bataille où trois forces sont constamment en conflit. Le ça, avec ses désirs primitifs et ses pulsions irrationnelles, le surmoi, avec ses règles rigides et ses jugements moraux, et le moi, tentant de médiatiser entre ces forces opposées tout en gérant les exigences de la réalité extérieure. Et la santé psychique, selon lui, ne vient pas de l'élimination de l'une de ces forces, mais de la réalisation d'une intégration harmonieuse entre elles, où chacune a sa place appropriée, où aucune ne domine complètement au détriment des autres. Si tu as choisi l'eau,
Ton chemin implique d'apprendre à donner forme à tes océans intérieurs sans réprimer ta profondeur émotionnelle. Si tu as choisi le feu, ton chemin implique d'apprendre à diriger ton énergie vitale sans te consumer dans le processus. Si tu as choisi la terre, ton chemin implique d'apprendre à assouplir tes structures sans perdre complètement ta base solide. Et si tu as choisi l'air, ton chemin implique d'apprendre à te poser et à t'engager sans perdre ton essence de liberté. Mais indépendamment de ton choix, l'invitation est la même. Commence à prêter attention aux schémas qui se répètent dans ta vie. Observe les situations qui déclenchent les mêmes réactions émotionnelles. Note les relations qui suivent les mêmes scripts destructeurs. Reconnais les moments où tu agis en pilote automatique, guidé par des forces que tu ne comprends pas entièrement. Et au lieu de juger ces schémas, au lieu de te critiquer pour eux, commence à te demander avec une curiosité sincère. De quoi ce schéma essaie-t-il de me protéger? Quelle ancienne blessure essaie-t-il d'éviter d'être touché? Quel besoin non satisfait essaie-t-il de combler de manière inadéquate? Rappelle-toi la douleur que tu as ressentie au début de ce voyage, cette sensation d'être perdu, de ne pas te comprendre, de répéter les mêmes erreurs sans savoir pourquoi. Maintenant, tu as une lampe de poche pour commencer à éclairer ces ombres intérieures? Maintenant, tu as une carte, même rudimentaire, pour commencer à naviguer ces territoires profonds de la psyché. Et surtout, maintenant, tu sais que ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur de toi, dans les réponses des autres, dans les formules magiques, dans les solutions rapides. Ce que tu cherches est à l'intérieur, attendant d'être découvert, intégré, transformé. Avant de nous quitter, j'aimerais beaucoup savoir, quel élément as-tu choisi? Laisse-nous un commentaire si c'était l'eau, le feu, la terre ou l'air. Et dis-moi si l'analyse a résonné avec quelque chose que tu reconnais en toi. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, si elle vous a apporté des éclaircissements précieux ou vous a fait réfléchir à des aspects de vous-même que vous n'aviez pas envisagés auparavant, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage de connaissance de soi profonde avec nous. Rappelez-vous, se connaître n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. Et chaque pas sur ce chemin, chaque révélation sur vos propres ombres, chaque moment d'honnêteté brutale avec vous-même, vous rapproche un peu plus d'une vie authentique, de relations sincères, d'une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. L'inconscient peut sembler effrayant lorsque vous commencez à l'explorer, mais c'est aussi là que réside votre plus grand potentiel de transformation. C'est là que sont conservées non seulement vos blessures, mais aussi vos dons, non seulement vos peurs, mais aussi votre courage le plus profond. Et en éclairant ces ombres avec la lumière de la conscience, vous ne vous comprenez pas seulement mieux. Vous vous libérez pour enfin vivre la vie qui vous attendait, une vie où vous n'êtes plus prisonnier des schémas du passé, mais libre de créer de nouveaux chemins dans le présent.